Bonjour à toutes et tous. Merci, cher Christophe, au pluriel, de votre accueil et de ce temps de partage. Effectivement, j'ai intitulé cette intervention préparée aujourd'hui le centre-ville de demain. Et je crois que ce qui est important dans ce titre-là, c'est demain. On vit une période de transformation des modes de vie et des modes de consommation sans précédent. Et en tant que sociologue et urbaniste et aussi spécialiste du marketing territorial, je crois que la plus grande erreur qu'on aurait à faire lorsqu'on parle de centre-ville, ça serait de parler de revitalisation. Revitalisation, effectivement, ça veut dire retrouver un état qui existait précédemment, c'est-à-dire refaire le centre-ville d'hier. Or, on vit une telle période de transformation des modes de vie et des modes de consommation, c'est qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui, et c'est tout le travail que fait le club, c'est tout le sens aussi des interventions de la chaire, c'est de préparer le centre-ville de demain et de passer de revitalisation à transformation. Je pense que les territoires aujourd'hui, et j'ai œuvré au sein de mon agence, l'agence Lestou et Associés, qu'on appelle l'agence là aussi, j'ai œuvré et je continue à œuvrer chaque année en accompagnant une cinquantaine de villes sur les stratégies de centre-ville. On a œuvré pour structurer des outils qui permettent de travailler l'offre, d'accompagner les commerçants, de travailler avec les propriétaires, de travailler sur l'immobilier commercial. Ça, c'est une très bonne chose et c'est un socle indispensable qu'il faut sans arrêt consolider. Mais le sujet, je dirais, d'aujourd'hui et de demain, ça va être d'intégrer quelqu'un dont on parle, à mon avis, insuffisamment dans les stratégies de centre-ville. C'est le consommateur, c'est l'usager, c'est le citoyen qui arrive avec énormément de nouvelles attentes et de nouveaux modes de consommation. Ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que la période que nous vivons aujourd'hui est une période de transformation extrêmement intense, sociologiquement parlant. Et la dernière période de transformation aussi intense, il faut remonter à la période 68-73 pour l'avoir connue. En 68-73, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des nouveaux citoyens qui sont arrivés, qu'on appelait les baby boomers. Ils ont fait changer le monde, ils sont arrivés avec des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de consommation. Entre 68 et 73, on est passé de 0,5 voitures par ménage en 68 à une voiture et demie par ménage en 73 et on s'est mis à se déplacer de manière radicalement différente, à aménager les villes différemment et à structurer le commerce différemment. Entre 68 et 73, il y a des nouveaux modes de consommation qui sont arrivés avec les premiers supermarchés, les premiers hypermarchés. Vous rajoutez à ça une crise de l'énergie qui a pesé sur le pouvoir d'achat et on a connu des centres-villes d'avant 68, des centres-villes d'après 73, un commerce d'avant 68 et un commerce d'après 73. La période 2020-2025, c'est 5 années charnières comme étaient les années qu'on vient d'évoquer. Entre 2020 et 2025, des nouveaux consommateurs sont arrivés, on en reparlera tout à l'heure, la génération Z qui arrive en bousculant les codes de la consommation. Des nouveaux modes de consommation sont apparus avec le digital qui est venu tout bousculer. On a une crise de l'énergie qui pèse sur le pouvoir d'achat et pour la première fois, depuis que la voiture existe, le nombre de voitures par ménage euh, a commencé aussi à baisser. Donc, on a connu un commerce et un centre-ville d'avant 2020, on connaîtra un commerce et un centre-ville d'après 2025, nous y sommes déjà, qui sera radicalement différent. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui en quoi ce centre-ville, en quoi ce commerce euh, boosté, stimulé par des nouveaux modes de vie va être différent. D'ailleurs, pour se persuader de cette transformation, quelques images tout en couleur. Je vous ai mis ici sur la partie gauche de l'écran ce qui a disparu finalement, allez, en 2-3 ans. En 2-3 ans, on a eu 75 enseignes nationales de prêt-à-porter qui ont disparu. C'est-à-dire tout ce qui faisait le pivot des linéaires commerciaux dans un centre-ville ou dans un centre commercial a été bousculé. C'est vrai pour l'équipement de la personne, c'est vrai pour l'équipement de la maison avec Casa, etc. Pour la première fois, on a des supermarchés, Casino, Cora, qui ont disparu. Auchan est pas loin d'avoir le même modèle avec la réduction drastique des tailles de magasins qui sont à peu près divisées par deux. C'est la première fois depuis 50 ans que des grands trucs de périphérie avec des grands parkings fermaient. C'est-à-dire que le parking n'est plus l'alpha et l'oméga du commerce. Avant, on se disait il faut du parking et le commerce fonctionnera. On voit que s'il n'y a pas d'attractivité, bah, le commerce ne fonctionne pas. Et puis je vous ai mis aussi une photo de Caddy. La société Caddy a déposé bilan en 2024. Et la société Caddy, elle est basée
dans l'Est où je suis aujourd'hui d'ailleurs, et dans le nord de la France. Et j'ai été rencontrer les dirigeants de la société Caddy pour comprendre les difficultés. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, c'est la faute des Chinois. Les Chinois fabriquent des caddies en plastique, et le caddie en plastique, il remplace progressivement le caddie en métal, donc on est en difficulté. La réalité, elle est tout autre. Le caddie, il a été conçu pour les achats hebdomadaires d'une famille de 2 adultes et de 2 enfants. Et aujourd'hui, 42% de la population française vit seule. Donc on n'a plus besoin de caddie ou beaucoup moins besoin de caddie pour faire ses achats. Donc ce qu'il va falloir vraiment qu'on intègre à travers l'exemple de caddie, c'est que le commerce change, mais le commerce change parce que la composition sociétale est en train de changer. Et ça va être ça le travail dans un centre-ville. On a peut-être un taux de vacances qui augmente, mais peut-être que le taux de vacances qui augmente, c'est simplement parce que le commerce qui ferme n'est plus adapté. Et que le vrai sujet, ça sera de s'interroger, est-ce que le taux de vacances est toujours le bon indicateur pour demain? Je ne crois pas, parce que je pense que la vacance, elle ne diminuera pas, tant le modèle commercial est en train de changer. Et puis ça nous montre aussi que si on veut travailler les linéaires commerciaux de demain, il y aura certainement moins de commerce, mais on aura un commerce différent. Parce que ce qui fonctionne en termes de commerce aujourd'hui, et je le mis sur la partie droite de l'écran, c'est effectivement le low cost ou le discount. Action est devenue pour la 3e année consécutive l'enseigne préférée des Français. Ce qui marche en termes de commerce, c'est le premium, l'ultra premium et le haut de gamme. Et que finalement, on est en train de se rendre compte que pour les linéaires commerciaux de centre-ville, il n'y a plus que 2 positionnements possibles, le low cost ou le premium, et qu'il n'y a plus de moyenne gamme. Et on expliquera pourquoi tout à l'heure il n'y a plus de moyenne gamme. Mais c'est important parce que quand moi je réalise avec mes collaborateurs des enquêtes dans les centres-villes sur lesquels nous travaillons, on l'a fait encore dernièrement là, sur la ville de Lens par exemple, 80% des commerçants nous disent qu'ils ont un positionnement moyenne gamme. Mais tout ce qui est moyenne gamme se casse la figure. Le seul moyenne gamme qui résiste, et je vous ai mis ici quelques photos, euh, du côté de Libourne, du côté de Namur où je suis demain, du côté de Rennes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des concepts moyenne gamme qui fonctionnent, mais c'est des concepts moyenne gamme qui sont extrêmement expérientiels, avec des commerçants qui ont renouvelé complètement l'expérience client. Donc le sujet, ça va être de sortir de l'ancien modèle qu'on a sur la partie gauche pour réinventer un nouveau modèle dans les centres-villes et préparer ces transformations. Préparer ces transformations aussi en se disant que on a, pardon, on a un autre sujet qui nous montre bien qu'il va falloir qu'on regarde différemment le centre-ville de demain et qu'on parle de transformation. Vous avez sur l'écran, là, en bleu, la courbe de croissance des mètres carrés commerciaux en France depuis 10-12 ans, 12 ans exactement, 13 ans même. Euh, on part sur un indice 100 en 2012 et on termine sur un indice 2020, un indice 131, pardonnez-moi, en 2024. Les mètres carrés commerciaux ont augmenté de 31%, allez, en 10-12 ans. Sur la même période, si on regarde la population, c'est la courbe que vous avez en vert, la population a fait plus 5%. Donc, il faut bien qu'on se mette à l'esprit que le centre-ville de demain, il faudra être capable de le travailler dans un contexte concurrentiel extrêmement dense où les mètres carrés ont augmenté 6 à 7 fois plus vite que la population. Donc le sujet d'un centre-ville, c'est comment on est capable d'upgrader l'expérience client, d'upgrader les commerces existants pour avoir des moteurs de différenciation dans un contexte concurrentiel qui n'a jamais été aussi dense. Tout en se disant que sur la même période, 2012, 2024, 2025, c'est là aussi qu'on a eu l'explosion du commerce digital. Ne serait-ce que sur la dernière période 2020-2025, la part de marché du digital sur l'ensemble des secteurs d'activité, que vous trouvez ici ça, sur les chiffres de la FEVAD, la part de marché du digital a doublé en 5 ans. Et encore, on n'est qu'à la préhistoire du digital. Donc un contexte extrêmement dense qui pose la question de différenciation et un contexte extrêmement dense avec le digital qui nous oblige à travailler sur les réponses à une seule question pour les centres-villes, c'est comment on va donner envie à un consommateur de se lever de son canapé pour consommer dans un lieu physique. Ça va être ça le sujet qu'on va avoir à traiter pour demain. C'est pas le sujet de la vacance, et je trouve d'ailleurs que c'est catastrophique. Je voyais ce matin la publication d'une étude Codata sur la vacance dans les centres-villes, etc. Mais si on voulait plomber l'image, si on voulait faire du contre-marketing territorial pour les centres-villes,
On ne s'y prendrait pas mieux. On ne parle du centre-ville que sur des choses anxiogènes. La vacance qui progresse, les difficultés ponctuellement de stationnement, etc. Alors que le consommateur, il faut lui donner envie de venir dans les centres-villes. Et c'est pas en prenant comme seul indicateur la vacance qu'on réussira à donner envie à un consommateur, pardonnez-moi, de se lever de son canapé ou de venir davantage dans un centre-ville, dans un contexte dense. Au quotidien, je trouve que dans les prises de parole, on plombe très clairement l'image des centres-villes. Alors qu'on a des opportunités, et c'est ça aussi qu'il faut bien voir, le contexte de transformation, le contexte de densité commerciale extrêmement forte, mais on a effectivement des transformations qui sont œuvre. Et le sujet, ça va être de remettre au cœur de la réflexion les modes de vie et les usages. Je vous ai mis 4 photos qui, pour moi, représentent les nouveaux usages qu'on aura à travailler. La génération Z, on en parlait tout à l'heure, elle pèsera 25% de la population à échéance de 2032-2035, dans moins de 10 ans. Génération Z plus la génération suivante, la génération alpha, qui est une génération qui est très digitale, bon, qui est la première génération qui a moins le permis de conduire que la génération précédente, mais qui est une génération qui habitera de moins en moins dans les pavillons en périurbanité, qui habitera davantage dans les centres-villes ou à proximité, et que même si elle est digitale, ce segment de population adore les centres-villes, pas spécifiquement pour l'acte d'achat, mais adore les centres-villes pour la convivialité qu'ils représentent, le lien social. Ça sera un enjeu important. Je pense que la décennie qui s'ouvre entre la génération Z, la croissance de la senior économie, sur laquelle je vais revenir, on a des marqueurs tout à fait intéressants pour le développement du centre-ville, mais il va falloir qu'on s'adapte à cette génération Z sur euh, la génération la plus digitale, la première génération euh, qui n'a pas connu le monde sans Internet, une génération, euh, et ça c'est un vrai changement, en matière de digital, lorsqu'elle va chercher un commerce, elle ne va pas aller sur la fiche Google My Business du commerce, hein. Et pourtant, on continue à faire beaucoup de formations sur les fiches Google My Business, mais c'est une génération qui va chercher sur son smartphone, sur ChatGPT, euh, quel commerce par rapport à tel besoin. C'est une évolution colossale dans les pratiques qu'il va falloir qu'on intègre. Donc, génération Z, plutôt favorable au centre-ville. Senior économie, ça c'est important, 40% de la population française aura plus de 60 ans en 2035, la moitié plus de 80 ans, ça favorise plutôt une consommation de proximité, à condition qu'on soit capable aussi de produire du logement pour les seniors dans les cœurs de ville. Ça sera un défi important. Mais une senior économie, la photo des panneaux, qui sera aussi extrêmement digitalisée. Se dire aussi, et j'ai mis une personne seule pour l'illustrer, que les 42% de personnes seules, et avec un taux qui augmente d'1 point par an depuis 10 ans, c'est aussi un sujet qui impacte le commerce. Vous voyez, j'accompagne aussi beaucoup de fédérations du commerce. Et actuellement, j'ai une mission en cours avec la fédération, enfin, avec l'Union de la bijouterie horlogerie. Les bijoutiers horlogers que je vois régulièrement me disaient sur la première réunion que nous avons il y a quelques mois, oui, les gens n'ont plus d'argent, regardez la Saint-Valentin, les gens consomment plus pour la Saint-Valentin. Avec 42% de la population qui vit seule, qui est moins de cadeaux pour la Saint-Valentin, ça semble tout à fait logique. On a toujours tendance à se dire les gens déconsomment, mais c'est pas que les gens déconsomment, c'est qu'on a un changement sociologique qui fait que la consommation est différente et que le bijou, on achètera de moins en moins pour l'offrir, mais que le bijou, on l'achètera peut-être de plus en plus pour soi. Expérience client très différente. Et puis se dire aussi, et ça c'est un vrai sujet, que l'enjeu du développement du centre-ville, ça sera aussi très lié à la capacité à capter les nouveaux habitants. Je regardais les chiffres l'autre jour avant de venir intervenir au DESU. Par exemple, si je prends euh, la métropole Aix-Marseille, 37% de la population ne vivait pas sur le territoire de la métropole il y a 5 ans. J'étais à Nancy hier soir. C'est 27% de la population de la métropole de Nancy qui ne vivait pas sur le territoire il y a 5 ans. L'enjeu, c'est de communiquer, l'enjeu, c'est de faire de la conquête de clientèle pour aller capter ces nouveaux habitants. Et donc, se dire que il va falloir qu'on bouge sur ces sujets-là, qu'on arrête de se dire le modèle d'hier, c'était ça avec tel et tel profil.
D'autant que dans les profils, ce qui change aussi, c'est ça. C'est qu'on est en train de placer d'une société française en losange à une société française en sablier, en carafe, tel qu'on le veut, c'est le deuxième graphique. On avait hier une société française qui a été constituée autour d'une classe moyenne, si on fait la répartition de la population par rapport à la médiane des revenus. Et aujourd'hui, on a un écrasement de la classe moyenne. On y reviendra dans les questions tout à l'heure si vous voulez. Et puis on a une augmentation de la population à niveau de vie réduit et une augmentation de la population aisée. C'est ça qui nous fait la disparition du moyen de gamme. C'est ça qui nous fait effectivement qu'on est soit premium, soit discount, mais que si on est entre deux, on n'a plus de clientèle. Et donc, c'est ça parler de transformation. Et je discutais la semaine dernière avec une commune qu'on accompagne qui nous avait consulté pour nous dire, qui nous avait retenu, euh, on veut travailler, c'est une commune qui n'avait pas le droit de préemption sur les fonds de commerce et le périmètre de sauvegarde. C'est un outil indispensable, je ne le remets pas du tout en cause, pour observer. Pour autant, est-ce qu'il faut racheter des fonds de commerce quand potentiellement le fonds de commerce n'est plus adapté à la consommation de demain? C'est ces questions-là dont il faut qu'on se parle aussi. Dans certains cas, c'est très utile. J'ai plein de villes que j'accompagne où on l'utilise. Mais ça sera peut-être plus l'outil de pilotage central de demain compte tenu de ces évolutions. Il va falloir aussi qu'on sache préempter, le cas échéant, pour des activités qui ont de l'avenir, qui ont du potentiel, mais il va falloir aussi qu'on sache être très offensif sur des systèmes de pépinières commerciales, par exemple, pour accueillir des nouvelles activités. Ça va être vraiment ça, le fait de passer de revitalisation à transformation. C'est intégrer le fait que les modes de consommation peuvent changer. Et les modes de consommation, si on cherche, au-delà de l'approche sociologique, mais à regarder comment tout ça fonctionne. On a créé, je vous en parlerai tout à l'heure, une filiale de l'agence là qui s'appelle Inotopia. Et Inotopia nous permet de traiter la data bancaire. Donc chaque mois, on récupère les data bancaires qui sont sur nos comptes bancaires de consommateurs pour analyser la part de marché, pour analyser le volume de chiffre d'affaires des centres-villes. Je vais vous en reparler juste après. Mais on utilise aussi ces data pour faire les nouvelles segmentations des consommateurs. Et c'est assez intéressant de se dire aujourd'hui qu'on a 5 profils de consommateurs. On a les compulsifs, celles et ceux qui consomment toujours un petit peu plus. Alors les compulsifs, aujourd'hui, c'est 25% de la population. Avant la crise sanitaire, c'était plutôt 50-60% de la population. C'est-à-dire, j'ai un peu de revenus en plus, bah, je vais consommer euh, et je vais me réaliser dans la consommation. On est passé de 50%, on va dire, à 25%. Ça a été divisé par deux, ça bouscule. Par contre, ce qui est en croissance, c'est effectivement les contraints, ceux qui ne peuvent pas faire autrement que moins consommer. C'est aux alentours de 25% de la population. Et puis, on a aussi, à hauteur de 20% de la population, ce qu'on appelle, nous, les less is more. C'est-à-dire des gens qui ont tout à fait les moyens de plus consommer, mais qui, depuis la crise sanitaire, se sont dit, bah, tiens, finalement, on peut être heureux en consommant moins. D'ailleurs, quand on regarde bien, l'épargne des Français ne cesse d'augmenter. Donc, c'est qu'il y a aussi du pouvoir d'achat. Le sujet, je pense, pour les centres-villes, ça va être clairement d'aller chercher les less is more. Quelle expérience client je vais travailler pour redonner envie de consommer? Quelle offre commerciale je vais être en capacité de promouvoir pour les less is more qui vont peut-être avoir une consommation un peu plus responsable ou qui vont plutôt se tourner vers le Made in France ou le Made in Europe, qui sont des vrais sujets. Et donc ça nous dit effectivement tout cela, que les compulsifs diminuent, que les contraints augmentent, que les less is more augmentent, et puis ce qui augmente aussi, ce sont les affectifs, celles et ceux qui consomment moins en biens d'équipement, en prêt-à-porter, et on voit bien la déconsommation en prêt-à-porter, mais qui vont davantage consommer dans les bars et dans les restaurants. C'est aussi pour ça que, on le voit bien, sur l'ensemble des territoires, sur les 5 dernières années, on a eu une baisse des commerces d'équipement de la personne qui est à peu près de moins 25 à moins 30%, et une augmentation des cafés-restaurants, c'est du plus 40, du plus 50%. Et puis on a aussi les solidaires, celles et ceux qui sont dans une forme de consommer autrement, les AMAP, les circuits d'hyper proximité, les circuits solidaires, etc. Je crois que c'est important pour chacune des villes, pour chacun des centres-villes, se dire
c'est quoi nos cibles principales? Alors, je vous ai donné des moyennes nationales, mais je vois à Lens, bah oui, ce sont plutôt les affectifs et les contraints qui sont au cœur de la réflexion. Quand je travaille sur Cannes, c'est pas la même histoire. Donc, chaque centre-ville a sa typologie. Et donc, c'est autour de ça qu'il va falloir aussi travailler pour bâtir les plans merchandising de centre-ville de demain sur les activités qui seront porteuses. Et dans les activités qui seront porteuses et dans les nouvelles tendances de consommation, se dire aussi qu'on est en plein dans l'ère du de la réutilisation, du recyclage, du recommerce. Je rappelle que les biens d'occasion représentent allez, entre 8 et 10% de la consommation prêt-à-porter aujourd'hui en France. Et que dans les 3 ans, on sera à 15%, 15% de part de marché, c'est la part de marché cumulée de Zara et H&M. Comment on est capable d'intégrer dans les linéaires commerciaux la ressourcerie? Moi, je travaille actuellement avec une ville sur leur stratégie territoriale et les stratégies de centre-ville. Ils construisaient une ressourcerie, ils l'ont mise en périphérie. C'est normal, il faut de la praticité, il y a des meubles, etc. Mais finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert une boutique de la ressourcerie en cœur de ville, sur les petites pièces de prêt-à-porter, les petites pièces de déco. Ça fonctionne. C'est c'est un autre exemple que vous avez là avec Emmaüs Alternative dans une ville de Normandie. Ça crée énormément de flux. Ça crée plus de flux que l'enseigne de prêt-à-porter qui était présente avant sur du moyenne gamme. Donc ça, c'est des nouveaux modes de consommation qu'il va falloir qu'on intègre. Et c'est là qu'on voit bien que tout le sujet des prochaines années, ça va être de remettre les usages, euh, la consommation, et qu'on quitte nos postures qui sont, à mon avis, trop centrées sur l'offre commerciale, sur les locaux commerciaux. Il faut travailler dessus, c'est indéniable. Mais il faut qu'on rajoute cette couche supplémentaire sur la consommation. De se dire aussi, quand, ce qui change aussi énormément et qui bouscule, hein, qu'on soit sur une métropole, sur une petite ville, sur un centre commercial de périphérie, peu importe, on a le même exemple, c'est que les zones de chalandise se contractent. C'est-à-dire que les gens viennent de moins en moins loin consommer sur un pôle commercial. Ça s'explique, hein. Aujourd'hui, avec la commande sur Internet et la livraison à domicile, plus personne fait une demi-heure de route pour aller faire ses achats. Lorsqu'on a un gasoil à 2 euros, voire à plus, bah, ça contraint. Et puis, on peut avoir aussi des aspirations à se déplacer autrement que dans un modèle commercial qui a été conçu essentiellement pour des pratiques automobiles. Et ça, c'est un vrai changement, parce que de tout temps, sur les pôles commerciaux, on s'est dit il faut élargir les zones de chalandise pour gagner en attractivité. Si je prends l'exemple du centre-ville de Rennes, par exemple. Le centre-ville de Rennes, qui est positionné au cœur d'un territoire démographique, en démographie très intense et en forte croissance, bah, le centre-ville de Rennes, malgré la croissance de population, a perdu 25% de sa zone de chalandise. Les données Inotopia nous le montrent très très bien. Bah oui, effectivement, moins 25% de taille de zone de chalandise alors que la population progresse sur la même période de 15%, de 10%, pardonnez-moi, bah ça veut dire que la zone de chalandise se restreint. Et qu'il va falloir qu'on travaille sur un centre-ville, plutôt la captation de la zone primaire, les gens qui habitent autour du centre-ville ou dans le centre-ville, plutôt que chercher à élargir. Aujourd'hui, quand on discute avec les patrons de supermarchés et d'hypermarchés, ils nous disaient, oui, hier, on avait des zones de chalandise à 40 minutes, maintenant, on a des zones de chalandise qui sont à 15-20 minutes. C'est un changement particulièrement important qui bouscule les potentiels. Et effectivement, face à cette contraction de la zone de chalandise, il faudra se dire qu'on va quitter la période d'avant 2020, qu'on évoquait tout à l'heure, où c'était le commerce qui créait les flux. Aujourd'hui, le commerce, compte tenu de la multiplication des offres, créera beaucoup moins de flux qu'avant. Et ce qui va faire l'attractivité d'un centre-ville, c'est la capacité à travailler sa fonction économique. C'est-à-dire, si je n'ai pas des flux naturels vers le commerce, par exemple, il faut peut-être que l'emploi qui part sans arrêt en périphérie, en particulier sur le tertiaire, eh bien, je travaille du tertiaire en centre-ville pour avoir des actifs qui soient présents au plus près des commerces. Il faut que je sois capable de travailler la fonction habitat. Je rappelle toujours que le taux de vacances en habitat dans les centres-villes est le double, si ce n'est le triple, du taux de vacances en commerce, et que le taux de vacances en commerce est d'abord extrêmement lié à l'insuffisance de clients de proximité.
De se dire que ce qui fera la fonction d'un centre-ville et la polarité, et ce qui fera plus que tout se déplacer les gens demain, ça sera moins le commerce, ça sera plus les services médicaux. Les services médicaux vont devenir les maisons territoriaux. Donc arrêtons de mettre les maisons médicales en périphérie si on veut que le commerce reste en centre-ville. Si on met la maison médicale en périphérie, le commerce viendra autour de l'aimant territorial, et la pharmacie, et la boulangerie, etc. Et puis il faut aussi avoir une fonction identité, c'est-à-dire la photo là, avec l'immobilier urbain jaune, c'est-à-dire comment je réinvente, comment je donne envie, comment je suis capable de créer une expérience pour le centre-ville. Et si on travaille sur ces quatre fonctions, le commerce fonctionnera à condition qu'on l'adapte aux nouveaux modes de vie. Mais effectivement, ces quatre fonctions, elles sont fondamentales. C'est pour ça que je fais souvent la différence. Et dans mon premier bouquin, dès 2015, et mon second bouquin en 2022, je rappelle toujours que le commerce ne fonctionne que si les facteurs de commercialité sont présents. Et les facteurs de commercialité, ils sont autour de ça. Et puis se dire aussi qu'on a des nouvelles tendances, et je ne vais pas en faire de trop là-dessus, mais quand même de se dire que le commerce de centre-ville n'est ouvert que 22% du temps disponible des actifs pour consommer. Comment on fait pour s'adapter? Tant qu'il n'y avait pas le digital, le consommateur, il faisait l'effort de s'adapter aux horaires d'ouverture du commerce. Mais aujourd'hui, avec le digital, c'est aux commerçants de s'adapter. Alors s'adapter, c'est pas obligatoirement ouvrir plus. S'adapter, c'est peut-être développer de la livraison à domicile. C'est peut-être aussi s'insérer dans la dynamique qui est en train de se créer de casier. On est à Agno, Leclerc à Agno a repris un espace, c'est d'ailleurs assez extraordinaire. Dans la gare d'Agno, qui est connectée à Strasbourg avec beaucoup de flux, on avait réservé un espace pour que les commerçants puissent faire un point de retrait des achats ou installent des casiers pour que les gens qui sortent du train à 19h30, même si les commerces sont fermés, puissent euh, retirer leurs achats. Les commerçants n'ont pas réussi ou n'ont pas voulu saisir cette opportunité-là. Leclerc est venu s'installer avec son drive. Donc c'est comment on saisit ces transformations. C'est ça qui est important. Ne laissons pas les autres saisir les opportunités. Mais je pense aussi que sur Agno, cette approche des nouveaux modes de consommation n'avait pas été suffisamment forte pour que les commerçants comprennent l'intérêt d'y être. On était resté sur la logique de l'offre. Et puis, dans les nouvelles tendances, se dire aussi qu'il y a une tendance qui est importante, c'est la food society, c'est-à-dire le fait que ce qui donnera envie de se lever de son canapé demain, ça sera effectivement l'expérience en bar, restauration, loisirs qu'on sera capable de développer dans un centre-ville. Parce que s'il y a bien un truc qui ne sera pas digital, théoriquement, ça sera de boire un verre au resto ou de manger un morceau. D'ailleurs, sur les données Inotopia, chaque mois, on livre aux villes adhérentes, on a une cinquantaine aujourd'hui, l'évolution du chiffre d'affaires du centre-ville et quelles sont les activités les plus contributives au chiffre d'affaires du centre-ville. Vous avez fait un extrait là, janvier 2026, février 2026, sur une ville qu'on accompagne. Alors en janvier, l'équipement de la personne, effectivement, était bien positionné, mais parce qu'il y avait le petit effet des soldes. Et si on revient sur un mois normal, c'est les cafés et les restaurants qui sont aujourd'hui les premiers générateurs de chiffre d'affaires dans un centre-ville. Ça pose beaucoup de questions. C'est intéressant d'ailleurs de le voir comment le commerce est en train de changer. Hier, on venait dans un centre-ville pour faire des achats, éventuellement on buvait un verre dans un bar ou on mangeait au resto. Je pense que demain, on viendra d'abord pour la restauration et éventuellement on fera des achats. Inversion des motivations. Mais si on inverse les motivations, il va falloir remettre en cause le modèle. C'est que généralement, on vient au resto le midi ou le soir. Et peut-être qu'il faudra faire bouger l'ouverture des commerces. Parce que j'entends beaucoup dans les centres-villes, les commerçants, et on le mesure hein, très clairement, les baisses de fréquentation du samedi après-midi. Effectivement, les commerces sont ouverts, mais ce n'est pas là qu'on vient au resto. On va, quid du midi, quid de la fin de journée. Il va falloir qu'on repense tout cela. Je ne dis pas que c'est simple. Hein. Et mon quotidien, c'est de bosser, c'est pas de faire des conférences, mon quotidien, c'est de bosser avec les villes sur ces sujets. Mais on arrive à s'adapter.
Mais l'enjeu, c'est vraiment un enjeu très fort d'adaptation. Et puis se dire, pour presque terminer, est-ce que je suis dans le timing? J'ai pas regardé à quelle heure, Christophe, j'avais commencé, ou Annie. Il me reste 2 slides, ça vous va? Pardon. Euh, Oui, oui, David, oui, oui. bon, et se dire justement si on se projette en termes de commerce. C'est quoi les tendances de demain qu'on aura à travailler? Bon. Pour moi, c'est l'acronyme BABA au pluriel. Babas. Euh, B comme première image que vous avez ici, les activités de demain, bar, restaurant, convivialité. Vous allez me dire, ouais, mais il y a plein de restaurants qui ferment. Oui, oui, il y a plein de restaurants qui ferment. Et c'est plus d'entreprises. Donc, c'est le type de restauration qui change. La restauration à table classique, elle est fragilisée parce qu'elle ne correspond plus. Juste rappeler un chiffre. Le temps moyen consacré au déjeuner du midi est passé à 21 minutes. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi davantage de ventes à emporter. Il faudra que nos villes soient d'ailleurs pique-niquables par rapport à ça, on pourra y venir. A comme alimentaire, en particulier un alimentaire premium, où on le voit bien pour travailler dans le domaine de la boucherie par exemple, c'est assez spectaculaire, les belles réussites qu'il peut y avoir aujourd'hui, mais dans des boucheries qui réinventent les concepts. B, A, on est sur le début de l'acronyme. Deuxième B, tout ce qui est beauté, bien-être. C'est une croissance colossale. Vieillissement de la population, vie en solo, volonté de prendre du temps pour soi, bah effectivement, des ongleries à la cryothérapie, on a une croissance qui est assez colossale. C'est des activités différentes. Mais le monde change et j'ai une conférence qui s'appelle quand je mobilise les commerçants, tout change, mais c'est pas grave. Oui, ça change. C'est pas grave. C'est pas de l'équipement de la personne, mais ça crée de la valeur, ça crée du flux. Quatrième lettre de l'acronyme, c'est A. A comme animaux. Juste, ça paraît anecdotique. Mais aujourd'hui, il y a en France plus d'animaux de compagnie que de Français et de Françaises. 75 millions d'animaux de compagnie. Le marché le plus porteur, qui a une progression à 2 chiffres, c'est le marché de tout le bien-être animal, la santé animale. Là, c'est une petite image d'un magasin à Milan que j'ai identifié, qui fait un carton sur les fringues pour chiens et chats, les bijoux pour chiens et chats, le parfum pour chiens et chats. On en pense ce qu'on veut, mais il y a des villes où on est en train de réimplanter des concepts comme ça, c'est des locomotives de centre-ville juste extraordinaires. C'est une tendance sociétale. Je ne dis pas que c'est bien, pas bien, mais si je regarde autrement les enseignes de périphérie qui performent aujourd'hui, c'est toutes celles qui sont positionnées sur le sujet des chiens et chats. Et le dernier sujet, le dernier acronyme, c'est S comme sport. Donc on a BABA au pluriel. Euh, oui, 37% de la génération Z a un abonnement dans un club de sport, un club de pilates ou un club de yoga. Oui, ce sera des activités qu'il faudra qu'on puisse accueillir dans nos centres-villes. Oui, ça ne sera pas les mêmes activités qu'avant, mais elles répondent à un besoin et elles génèrent du flux. Ça ne veut pas dire que ces 5 activités vont remplacer tout le reste, mais on est dans une recomposition très claire de nos linéaires commerciaux. Et en se disant, finalement, pour conclure, euh, comment agir sur le centre-ville de demain? Je pense qu'on a 4 piliers assez indispensables, en particulier dans le job de manager. Euh, donc déjà, se dire qu'on se transforme et qu'il va falloir agir sur la nouvelle diversité commerciale qu'on vient d'évoquer. Le centre-ville de demain sera très différent de ce qu'il y avait hier. Euh, Booster l'implantation de nouveaux concepts vraiment différenciants. Je pense que le commerce est un secteur sur lequel on est en retard par rapport à tous les autres secteurs économiques sur le soutien à l'innovation et sur le soutien à la création de nouvelles entreprises. On a des dispositifs de type boutique à l'essai qui fonctionnent très bien, mais il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Il faut qu'on développe certainement des aides au loyer pour les nouveaux concepts qui s'implantent, comme on fait des aides au loyer pour une entreprise tertiaire qui s'implante dans un tiers-lieu, etc. On n'a pas de tiers-lieu pour le commerce. Il va falloir qu'on soit capable de capter les investisseurs, les nouveaux investisseurs du commerce qui arrivent plus avec des profils complètement différents et qui passent assez peu dans les parcours habituels de création d'entreprise. Se dire que le centre-ville de demain,
Oui, il faudra du parking, mais c'est pas le parking, on l'a bien vu avec l'histoire de Casino qui fait se lever de son canapé. Ce qui fait de lever de son canapé, c'est le centre-ville qui raconte une histoire, qui a une expérience, qui est affectif. On a construit depuis 15 ans les centres-villes en se bagarrant sur les questions de praticité, de stationnement, de circulation. C'est pas ça que veut le consommateur de demain. Donc il en faut, mais c'est pas l'élément stratégique qui va générer des points de rupture. Et puis, quatrième sujet, c'est comment on repense la promotion commerciale. De la page Google My Business, je passe à ChatGPT en termes d'empreinte digitale. Se dire que peut-être le modèle de l'union commerciale a certainement vécu, qu'il faudra imaginer d'autres structures de promotion du commerce, de type agence de développement de centre-ville, etc., ou office du commerce, on les appellera comme on veut. Demain, comme je vous disais, je suis en Belgique et c'est des sujets sur lesquels il y a vraiment des différences entre la France et la Belgique, c'est-à-dire la promotion, elle est portée vraiment avec encore plus de professionnalisme. Je pense que là, pour terminer, effectivement, on a ces quatre piliers essentiels en se disant, oui, il nous faut des indicateurs sur l'offre, mais surtout, il va falloir qu'on se projette sur l'offre de demain et qu'on se projette sur les nouveaux modes de consommation et qu'on se dote vraiment d'outils et de réflexion sur ce point. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur comment on passe de revitalisation en transformation en remettant au cœur les nouveaux usages. Merci beaucoup, David, pour ta présentation.